Une fois n'est pas coutume, je prends la parole avant le générique. Avant que la chronique ne commence, je dois vous avertir de la difficulté des sujets évoqués. Nous allons parler de discrimination, des camps de concentration et ce qui était infligé à leurs prisonniers. Préservez-vous si les propos sont trop difficiles. Je ne vous en voudrais pas. Et maintenant, place à l'épisode. Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. Nous voici devant la piscine Alfred Nakache à Toulouse sur l'île du Ramier. Nous pourrons faire quelques longueurs plus tard, mais d'abord je voudrais vous raconter l'histoire de cet Alfred. Retenez bien ceci. Si la résilience avait un visage, ce serait celui d'Alfred Nakache. Il naît en 1915 à Constantine, en Algérie française. Ses parents l'élèvent, lui et ses 10 frères et sœurs, dans la tradition juive. Dans cette famille, on a une façon de voir la vie. Quand on a reçu, il faut célébrer pour mieux transmettre. Le moins que l'on puisse dire d'Alfred Nakache, c'est qu'il n'était clairement pas destiné à la carrière de nageur qu'il a eue. Enfant, il a peur de l'eau. Il refuse de nager ou même de barboter. Heureusement, cette phobie prend fin lors d'un séjour chez les scouts à 13 ans. Après une partie de football, ses camarades cachent ses chaussures au fond d'une étendue d'eau. Alfred sait que s'il rentre à la maison sans ses chaussures, la punition sera sévère. Alors il plonge et récupère les chaussures volées. Enfin, une sur les deux. Il est donc quand même sanctionné. Mais l'important est ailleurs. Il a trouvé dans l'eau un refuge et des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés jusqu'alors. Dès ce moment, nager n'est plus seulement se baigner. À la jeunesse nautique constantinoise, il montre très vite des prédispositions. Sa nage est encore un peu brouillonne, mais on tient là un diamant brut de la natation. Il est aussi performant en longueur de piscine qu'en water-polo. Et le voilà donc sélectionné à l'âge de 16 ans pour sa première compétition, le championnat d'Afrique du Nord qui a lieu à Noël. Bon, je préfère vous prévenir tout de suite, pour le début de la gloire, il faudra attendre. Il est disqualifié pour avoir fini sa course dans le couloir d'à côté, emporté par son élan. Mais il ne lâche pas l'affaire, il continue de nager, il persévère encore et encore. Et ses efforts finissent par payer. Son club constantinois sent en lui un avenir très prometteur et l'envoie à Paris. Il quitte donc sa famille, sa meilleure amie Paul, et rejoint la capitale pour de nouvelles aventures. À son arrivée, il intègre le lycée Janson de Sailly, mais surtout le Racing Club de France.
il fait ses premiers championnats de France à l'âge de 17 ans. Il y termine 6e. Dans les tribunes, pour l'encourager, on ne l'appelle pas Alfred, on l'appelle Artem. Et ce surnom le suivra toute sa vie. À l'été 1934, il se qualifie pour la finale des championnats de France encore. Et là apparaît un nom, celui qui va devenir son rival absolu en tout point, Jacques Cartonnet. Alfred est mat de peau, pas très grand, il a des cheveux noirs, il est très sérieux dans le travail, mais toujours souriant en dehors de la piscine. Jacques Cartonnet est grand, blond, très hautain et c'est un osseur invétéré. Les journaux cultivent cette rivalité qui grandit, grandit et grandit encore. Lors de cette finale de 1934, Artem l'emporte sur Jacques Cartonnet. Oui, mais voilà, les temps changent. En 1936, en Allemagne, un certain Adolf Hitler, chancelier depuis 1933, mène un combat féroce contre les Juifs. Et il fait des émules, puisque l'antisémitisme grandit ou se révèle un peu partout sur le continent européen, en France notamment. Et donc, en 1936, suite à plusieurs injures antisémites et sabotage de ses courses, Alfred quitte le Racing Club de France. Cette même année, il participe à Berlin aux Jeux Olympiques. Il n'y va pas pour gagner, juste pour y battre les Allemands sur leur terre. Et il y arrive. Les nageurs français terminent 4e. C'est au pied du podium, mais c'est surtout devant les Allemands, arrivés 5e. Artem rentre en France avec ce statut à part d'Olympien. Mais pour les Allemands, il est de ceux qui les ont humiliés. Et croyez-moi, ils ne l'oublieront pas. Durant ces Jeux, la propagande antisémite est à son paroxysme et l'Europe bascule vers un inexorable destin funeste. Après ces Jeux, Nakache se marie avec Paul, sa meilleure amie d'enfance, qui s'installe en France avec lui. Il continue les compétitions et bat souvent Jacques Cartonnet, qui lui glisse doucement mais sûrement vers le fascisme. Le rival d'Alfred est d'abord sympathisant du Parti populaire français, puis militant, puis membre actif chargé de la propagande dans les milieux sportifs. Je vous l'avais dit, ils sont rivaux en tout point. En 1940, Alfred passe ses derniers certificats pour être professeur d'éducation physique au lycée Janson, là où il avait été élève, parallèlement à sa carrière de nageur. Il obtient son diplôme, mais n'a pas vraiment le temps de le savourer. La France collabore avec les Allemands. Et cette année-là, tous les Juifs d'Algérie sont destitués de leur nationalité française. Alfred Nakache n'est plus professeur, n'est même plus français aux yeux de Vichy, mais il ne perd pas l'envie de se battre. À ce moment-là de l'histoire, peut-être vous demandez-vous, mais pourquoi nous parle-t-elle de cet homme ? Il n'a aucun rapport avec l'Occitanie.
pourquoi l'intégrer dans des chroniques occitanes? Eh bien, j'y viens. Avec Paul, son épouse, il déménage à Toulouse, en zone libre. Il rejoint les Dauphins du TOEC, qui est encore aujourd'hui un club incontournable de la natation française. Il est entraîné par Alban Mainville, qui se révèle très protecteur avec lui. Grâce à ce coach, Artem se perfectionne encore, il devient imbattable. Le club de Toulouse devient une deuxième famille pour les époux Nakache. Ils font tous corps avec Alfred et le défendent jusqu'au bout. Et devinez qui essaie de rejoindre lui aussi les Dauphins de Toulouse? Jacques Cartonnet, bien sûr. Mais, loyaux envers Alfred, les dirigeants du club refusent Cartonnet. Et il faut dire que c'est un individu problématique. Il a un caractère violent et emporté. Il est peu fiable. Et bien sûr, sa réputation politique le précède. Jacques Cartonnet se résout donc à rester à Toulouse, mais en intégrant le Racing olympique toulousain. Ceci représente le point de non-retour entre les deux hommes. Jacques Cartonnet en veut terriblement à Alfred Nakache. En 1941, notre Artem est champion de France sur 100 et 200 mètres crawl. Il arrache aussi le record de France du 200 mètres brasse à Cartonnet. Et cette même année, il pulvérise le record du monde du 200 mètres brasse encore. La presse sportive de la zone libre l'aime et loue ses prouesses dans des articles toujours plus nombreux. À Paris, la presse collaborationniste s'insurge de cette lumière donnée à, je cite, un juif, et qui plus est un juif arabe qui vient de perdre sa nationalité française. Deux salles, deux ambiances. Une petite Annie, née du couple Nakache, et ils continuent leur vie en famille à Toulouse. Pourtant, Alfred ne supporte pas de voir la situation des Juifs et de la France dégénérer à ce point. Il s'engage alors dans une forme de résistance. Il entraîne au sport des jeunes recrues du groupe de résistants La Main Forte. Mais ce n'est pas tout. Il rejoint aussi les légions françaises anti-Axe. Cartonnet, lui, est devenu milicien. Il parade en uniforme à la piscine, porte une arme à la ceinture et l'insigne de sa milice sur son slip de bain. Et arrive ce qui devait arriver. Dans la matinée du 21 décembre 1943, la Gestapo arrive au gymnase dans lequel Alfred commence l'entraînement de ses jeunes. Au même moment, la police allemande se présente au domicile des époux. Alfred, Paul et leur petite Annie sont arrêtés et emmenés au siège de la Gestapo. Au loin, ils aperçoivent la silhouette
de Jacques Cartonnet. Bien vite, Alfred comprend qu'il aurait été dénoncé. Soyons clairs, il n'y a jamais eu de preuve concrète que la dénonciation venait de Cartonnet. Mais il faut reconnaître que tous les éléments sont contre le milicien et que peu de doutes sont permis. La famille Nakache est transférée à la prison Saint-Michel, puis à Drancy, avec d'autres juifs et résistants raflés. Puis, on pousse Alfred, Paul et Annie dans un train. Le convoi numéro 66. Après 3 jours de voyage, dans des conditions épouvantables, ils s'arrêtent en pleine nuit. Une masse frappe 2 coups contre la portière. On entend un sifflement. Les panneaux coulissent. L'air froid emplit le wagon. Beaucoup pensent que le pire est derrière eux. Mais ils déchantent vite quand on les fait descendre, des projecteurs braqués sur eux. Des bergers allemands aboient et sont prêts à leur arracher la gorge, retenus par leur maître. Les SS leur hurlent des mots qu'ils ne comprennent pas. Les voici arrivés dans le camp d'Auschwitz.